Quand on améliore nos compétences, ce n'est pas pour qu'elles nous servent que dans une seule situation. Par exemple, si on apprend à conduire une voiture, ce n'est pas pour savoir uniquement conduire la voiture de l'auto-école. C'est aussi pour savoir conduire les autres véhicules. On veut développer des compétences qui nous serviront dans d'autres contextes. Quand on développe des compétences dans une situation et qu'on les réutilise dans une autre, on parle en psychologie de transfert cognitif, mais on utilise parfois l'expression transfert de compétences pour évoquer la même idée. On sait que le transfert de compétences a des limites. Être bon dans un domaine ne permet pas d'être bon dans tous les autres domaines. Notre cerveau est capable de réutiliser nos compétences dans des situations différentes, mais on va voir dans cette vidéo jusqu'où nous pouvons transférer nos savoir-faire. Il existe de nombreuses études sur les limites du transfert de compétences, comme l'expérience de Chas et Simon. L'idée était d'étudier la mémoire des joueurs d'échecs. Les participants de l'expérience étaient répartis en deux groupes entre les experts et les débutants. L'exercice consistait à mémoriser la position de pièces sur un échiquier pendant 5 secondes pour recréer la position sur un vrai échiquier juste après. Quand la position des pièces était inspirée de parties réelles, les experts arrivaient à placer assez facilement les pièces sur l'échiquier. Ils avaient de meilleures performances que les débutants. Par contre, quand les pièces étaient placées de manière aléatoire, c'était beaucoup plus difficile pour les experts de mémoriser l'ensemble. La performance des experts s'effondrait et elle était du même niveau que les débutants. Les compétences des experts ne se voyaient que dans des situations qu'ils connaissaient. Dès que la situation était différente par rapport à leurs habitudes, ils n'arrivaient pas à transférer leurs compétences. On observe le même résultat chez des joueurs de basket quand on leur demande de retenir la position de joueur à partir d'une image. Il y a une différence entre les photos qui représentent une phase de jeu clairement identifiable par rapport à une image qui représente une phase du jeu beaucoup plus confuse. Et je vais vous présenter l'expérience qui a observé ce phénomène. Dans cette expérience, les chercheurs ont simplement voulu comparer les performances de joueurs de basket par rapport à des personnes qui ne jouent pas au basket. Comme avec l'expérience avec les joueurs d'échecs, l'idée est de présenter des images de situations pendant quelques secondes et ensuite on leur demandait de rappeler ce qu'ils ont vu. Et ce qu'ils ont trouvé, c'est la même chose de ce qu'ils ont observé pour les joueurs d'échecs, pour les joueurs de bridge ou pour les joueurs de go. Les joueurs de basket ont de meilleures performances pour mémoriser les scènes, mais uniquement dans les situations qui sont clairement identifiées et non pas pour les images un peu confuses. Ils ont construit 2 groupes de participants. Ils ont présenté une vingtaine d'images de situations clairement identifiables et une vingtaine d'images de situations un peu plus confuses. Dans ces images, il y avait une moyenne de 9 joueurs qu'il fallait mémoriser, donc en quelques secondes. Et donc pour évaluer la performance des participants, l'idée était simplement de leur demander de placer des magnettes qui représentaient des joueurs et il fallait donc qu'ils mettent le bon nombre de joueurs au bon endroit. Les résultats sont présentés ici. On voit la performance des joueurs de basket et des non-joueurs. Ici, ça représente les images qui représentent des scènes précises et ici, ce sont des images donc, de scènes un peu plus confuses. Et ce que l'on voit, c'est que les joueurs de basket mémorisent mieux les images de scènes structurées et ils n'ont pas de performance supérieure par rapport aux autres conditions quand il s'agit d'images un peu plus confuses. Les chercheurs ont aussi voulu vérifier la précision de la position des magnettes et ils ont observé que c'est que dans la condition des images de situations clairement identifiables que les joueurs ont de meilleures performances. Un autre exemple que j'ai déjà eu l'occasion d'évoquer vient de l'expérience d'Anders Ericsson au sujet de l'entraînement à mémoriser des listes de chiffres. Un étudiant avait accepté de servir de cobaye. Son entraînement consistait à retenir des chiffres qui étaient présentés oralement et à les restituer dans l'ordre. Au départ, il ne savait en retenir que 7. Puis, à force de s'entraîner, il finit par retenir des listes de 82 chiffres. Quelques mois après le début de l'entraînement, quand l'étudiant avait déjà réalisé quelques progrès, les chercheurs lui ont présenté des listes de lettres et il n'avait réussi à en retenir que 7. Ces nouvelles compétences pour mémoriser des chiffres ne lui avaient pas permis de mieux mémoriser des lettres. Donc nos compétences à mémoriser se transfèrent plutôt mal. Nous sommes très compétents dans les situations que nous connaissons bien, mais cela ne nous permet pas de performer quand il s'agit de mémoriser autre chose. Et on va voir que cette limite concerne aussi nos temps de réaction.
Est-ce qu'améliorer nos temps de réaction dans un domaine permet d'être plus vif dans n'importe quelle situation? Des chercheurs se sont intéressés aux joueurs de baseball. Ce sont des sportifs qui ont besoin d'avoir des réflexes incroyables pour frapper ou pour rattraper les balles. Peut-être que ce sont des personnes qui ont à l'origine des réflexes supérieurs à la moyenne et qui les aident à devenir des joueurs de baseball professionnels. Mais leur entraînement contribue forcément à l'amélioration de leur temps de réaction. Et ça les amène vraiment à avoir des réflexes impressionnants, même lorsqu'ils ne voient pas la balle partir. La question est-ce qu'ils sont vifs d'une manière générale ou est-ce qu'ils ont juste de bons réflexes uniquement lorsqu'il s'agit de rattraper une balle? On va voir une des publications qui a voulu répondre à cette question. Voici l'étude sur le temps de réaction des joueurs de baseball. Ils ont voulu comparer différents groupes de joueurs. Donc ils ont récupéré des joueurs de baseball, mais aussi des joueurs de tennis ou des personnes qui ne pratiquent pas particulièrement de sport. Et ils ont aussi demandé à des joueurs professionnels de baseball de participer. Ils ont voulu savoir si la pratique du baseball pouvait améliorer le temps de réaction. Dans cette étude, ils ont mis des participants devant un écran d'ordinateur et ils leur ont présenté sur cet écran 4 cases qui allaient de la gauche vers la droite. Pour la tâche de simple temps de réaction, les participants devaient réagir dès qu'une case devenait verte, et quelle que soit la case. Dans l'autre tâche qu'on appelle Go-No-Go, les participants devaient réagir uniquement dans certaines conditions. Quand c'était la case numéro 1 qui était tout à gauche ou la case numéro 4 qui était tout à droite qui devenait verte, les participants ne devaient pas réagir. Par contre, quand c'était les 2 cases au centre, là, les participants devaient réagir. L'une des idées de distinguer ces 2 exercices, c'est que les joueurs de baseball ne doivent pas simplement réagir dès qu'il se passe quelque chose. Ils doivent, par exemple, faire attention aux feintes et donc ils doivent sans arrêt décider s'ils doivent ou non déclencher une action. Les résultats pour la tâche de temps de réaction simple sont ici, donc on ne voit pas de différence entre les participants, donc que ce soit entre les non-athlètes, les joueurs de tennis ou les joueurs de baseball, et même quand on détaille par rapport aux compétences des différents participants, on voit qu'il n'y a aucune différence sur le simple temps de réaction. Par contre, en ce qui concerne la tâche de Go-No-Go, on voit qu'il y a quelques différences sur le temps de réaction. Donc les joueurs de baseball sont plus rapides que les joueurs de tennis et ils sont plus rapides que les non-athlètes. Si on détaille les résultats en fonction des compétences des participants, on voit que les joueurs de baseball professionnels ont un temps de réaction plus court que les joueurs de baseball amateurs. Après, on peut avoir facilement l'impression avec ce graphique que les joueurs professionnels ont un temps de réaction 2 fois plus court que les joueurs de baseball amateurs. Mais ici, le graphique ne commence pas à 0. Les chercheurs ont zoomé sur les résultats pour qu'on puisse plus facilement voir la différence. Mais en fait, il n'y a qu'une différence d'une 50aine de millisecondes. Les chercheurs ont aussi voulu vérifier s'il y avait des groupes de participants qui avaient tendance à faire plus d'erreurs que d'autres. Ceux qui ont été plus rapides ne faisaient pas forcément beaucoup plus d'erreurs que les autres. Ensuite, en ce qui concerne l'effet de l'entraînement, on voit qu'à travers les années, les personnes naturellement ne s'améliorent pas vis-à-vis du temps de réaction. Par contre, en ce qui concerne le baseball, les personnes qui pratiquent le sport ont l'air de s'améliorer avec les années, mais ça concerne uniquement, là encore, la tâche de Go-No-Go, et ça ne concerne pas le temps de réaction. Il y a donc un transfert de compétences, mais il ne concerne pas le temps de réaction en général. Pour continuer le petit tour des fonctions cognitives, on va maintenant s'intéresser à nos capacités attentionnelles. On peut aussi se demander si nos capacités attentionnelles se transfèrent d'un domaine à un autre. Est-ce qu'entraîner notre attention dans une situation permet d'être plus attentif dans un autre contexte? On va observer une étude qui répond à cette question. Voici l'étude qui s'est intéressée à comparer les capacités attentionnelles de différents groupes de participants. Ils ont commencé à évoquer le fait que justement, parmi les participants qui pratiquent des sports, il y a souvent des différences entre les amateurs et les experts, mais ces différences concernent uniquement les situations spécifiques de leur discipline et que les sportifs, qu'ils soient experts ou amateurs, n'ont pas beaucoup de différences dans leur capacité visuelle en général.
Il cite un certain nombre d'études qui montrent qu'il y a des différences entre les experts et les amateurs, mais uniquement dans les tâches spécifiques liées à leur discipline, mais pas en général. Dans leur expérience, ils ont comparé 3 groupes de participants. Le premier groupe est constitué de joueurs de handball qui ont plus de 10 ans d'expérience. Le deuxième groupe, ce sont des athlètes qui ont aussi plus de 10 ans d'expérience mais qui pratiquent un sport individuel. Et le troisième groupe est constitué de non-sportifs. Les chercheurs leur ont demandé de réaliser 3 tâches. La première tâche, c'est la FFOV. Elle consiste à faire apparaître très rapidement une image qui contient plusieurs formes géométriques et un triangle blanc. Le but est de réussir à repérer où ce triangle blanc se situe. Et donc l'image est présentée juste pendant 12 millisecondes. Donc c'est juste un flash. Cet exercice permet de tester nos compétences attentionnelles, mais en termes de vitesse. Dans le deuxième exercice, la MOT, le but est de réussir à suivre le déplacement de plusieurs cercles. Donc il y a sur l'écran d'ordinateur 7 cercles. Au début, il y en a 4 qui sont verts et il y en a 3 qui sont rouges. Et les participants doivent réussir à suivre les cercles rouges en sachant que très rapidement, ces cercles rouges se transforment en verts. Les participants pouvaient modifier la vitesse de déplacement des cercles. Et donc le but est de réussir à suivre les 3 cercles rouges qui se sont transformés en vert et d'augmenter de plus en plus la vitesse tout en gardant son attention dessus. Donc là, c'est une tâche qui ne fait pas référence à la vitesse de notre attention, mais plutôt dans notre capacité à maintenir notre attention. Dans la troisième tâche, l'idée était de demander aux participants de compter le nombre de fois qu'une lettre traverse une ligne au milieu de l'écran. Au bout d'un moment, il y avait un symbole qui n'avait rien à voir avec la tâche et les participants étaient censés réussir à repérer l'apparition de cette croix grise. Plus les participants réussissent à repérer cette croix grise, plus ils réussissent cette tâche. Cet exercice-là fait référence à l'expérience assez connue qui consiste à montrer à des participants une vidéo de personnes qui se passent une balle. Et donc il y a une équipe blanche, une équipe noire, et les participants doivent compter le nombre de fois que l'équipe blanche se passe la balle. Et les participants doivent réussir à repérer qu'il se passe quelque chose d'étrange dans cette vidéo, comme le passage d'un gorille. Et ce qui est intéressant, c'est que les joueurs de basket semblent avoir de meilleurs résultats pour réussir à repérer le gorille. Et donc ce genre de résultat peut faire croire que les joueurs de basket ont des compétences un peu supérieures au niveau attentionnel. Mais là encore, la question c'est de savoir est-ce que ça se limite à des situations qui sont proches de leur discipline ou est-ce qu'ils ont de meilleures compétences d'une manière générale. Au niveau des résultats, on observe qu'il n'y a pas de corrélation entre les résultats de ces 3 tâches. C'est-à-dire que les participants ont des résultats qui ne se suivent pas vraiment, et ça montre qu'il n'existe pas une grande compétence attentionnelle. Chaque tâche attentionnelle est plus ou moins maîtrisée par les participants. Ces résultats vont dans le sens de l'idée qu'il n'y a pas une grande compétence attentionnelle, mais qu'on en a plusieurs qui sont distinctes. Et donc ça donne la possibilité qu'on puisse développer une compétence sans que ça améliore forcément les autres. Les résultats du premier exercice qui consistait à repérer très rapidement un triangle blanc, on n'observe pas de différence entre les 3 groupes de participants. En ce qui concerne les résultats de la tâche MOT où les participants devaient suivre le mouvement de cercle qui était devenu vert, là encore il n'y a pas de différence entre les groupes de participants, il n'y a pas de différence entre les sportifs qui pratiquent un sport individuel ou les sportifs qui pratiquent un sport collectif. Et enfin, pour la dernière tâche, même si on aurait pu espérer que les joueurs d'équipe sont plus attentifs pour repérer différents éléments à l'écran, là les chercheurs n'ont pas observé de différence. Tous ces résultats montrent que si la pratique d'un sport améliore notre attention dans la discipline, il ne semble ne pas avoir d'influence pour les autres tâches qui sollicitent notre attention, mais qui sont très différentes du sport pratiqué. Là encore, l'entraînement dans un sport ne permet pas d'avoir des aptitudes supérieures dans des situations très différentes. L'ensemble des études sur le transfert de compétences montrent que le transfert existe, mais qu'il est vite limité au contexte qui ressemble fortement aux situations connues. Une fois que l'on sait que le transfert de compétences est possible mais qu'il se limite en situations extrêmement proches, on comprend mieux pourquoi nous avons intérêt à nous entraîner directement dans les domaines qui nous intéressent,
plutôt que de passer par des intermédiaires. On peut prendre l'exemple du sport. Si vous avez envie de progresser au foot, forcément la meilleure décision ne sera pas de vous inscrire dans un club de tennis. Même si les accélérations au tennis pour rattraper les amortis vous permettront de mieux accélérer au foot, vous aurez toujours plus intérêt à vous entraîner directement dans un club de foot. Et si vous faites des tournois de tennis, vous aurez intérêt à vous entraîner sur la surface que vous rencontrerez. Si vous jouez habituellement au tennis sur une surface dure, vous arriverez à retrouver vos repères dans un autre club qui a le même type de terrain. Si maintenant vous vous retrouvez sur une surface en terre battue, vous ne serez pas totalement perturbé. Vous pourrez transférer vos compétences malgré tout, car vous aurez la même raquette et les mêmes balles. Les terrains auront la même taille, mais vous ne serez pas aussi bon. Le rebond de la balle est différent et les appuis pour se déplacer ne sont pas les mêmes non plus. On voit bien que cela crée une différence non négligeable pour des joueurs comme Rafael Nadal qui n'ont pas les mêmes résultats en fonction du type de surface. Si vous voulez progresser en anglais, il faut avoir une idée précise des compétences que vous souhaitez maîtriser. On peut distinguer l'écrit, l'oral, l'expression et la compréhension. Ce n'est pas parce que vous savez lire en anglais que vous arriverez à transférer vos compétences automatiquement et que vous réussirez à dialoguer en anglais. Il y aura un transfert de compétences parce qu'il s'agit de la même langue et le vocabulaire qu'on maîtrise pourrait servir dans des situations différentes, mais on peut savoir lire sans savoir dialoguer et inversement. Même si on s'intéresse uniquement à la lecture en anglais, nos compétences ne se transfèrent pas automatiquement à tous les types de lecture. On peut faire la différence entre une lecture d'une publication scientifique et la lecture d'un roman. Par exemple, même si j'arrive à lire des publications scientifiques en anglais, ça ne m'aide pas vraiment pour lire des romans. J'ai déjà essayé de lire Game of Thrones en anglais, mais c'est un vocabulaire moyenâgeux que je ne maîtrise pas, et je dois utiliser le traducteur pour toutes les phrases. Et donc ma compétence de lecture en anglais ne se transfère même pas totalement pour tous les types de lecture. La limite du transfert de compétences n'empêche pas certains de nous proposer d'entraîner notre cerveau avec des exercices de test de QI pour, soi-disant, nous rendre plus intelligents et plus compétents. Des chercheurs ont vérifié et ils n'ont pas trouvé de transfert de compétences de ce type d'exercice dans d'autres domaines. S'entraîner à réaliser des tests de QI n'augmentera pas globalement notre intelligence. Ça entraînera surtout notre compétence à résoudre ce type d'exercice, mais ça ne nous aidera pas dans des domaines très différents. Dernier exemple, si vous êtes étudiant, vous avez intérêt à vous entraîner à passer des examens dans un contexte qui sera le plus proche possible du moment où vous devrez réaliser une performance. Si vous devez passer des QCM, il faudra vous entraîner à passer des QCM. Si vous passez à l'oral, il faudra vous entraîner à réciter vos cours à voix haute. Et si vous passez à l'écrit, il faudra vous entraîner à écrire. Il faudra toujours faire attention à ce que votre entraînement ressemble au maximum au moment où vous devrez réaliser une performance. C'est fini pour cette vidéo, j'espère que cette idée vous servira et je vous dis à bientôt pour la prochaine.